Allez, bonjour, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Alexandre Bellier, je suis l'archéologue qui dirige ce chantier. Donc je ne suis pas seul, évidemment, j'ai des collègues qui m'assistent. Et les fouilleurs que vous voyez là sont essentiellement des fouilleurs bénévoles. Voilà. Donc je vais vous faire une petite présentation générale du site. Et puis après, on ira voir de plus près les vestiges qu'on a mis au jour lors de cette campagne et des campagnes précédentes, parce qu'il y a des vestiges qui sont apparents depuis plusieurs années, sur lesquels on travaille encore sur du temps long, parce que c'est des fouilles qui sont fines et minutieuses. Donc ici vous trouvez sur le site de la Monédière, qui correspond en gros à tout le plateau que vous avez devant vous, là, devant vos yeux. On est à l'extrémité de ce plateau. Alors c'est une situation qui est plutôt favorable aux époques anciennes, puisque on domine une quinzaine de mètres le lit du fleuve Hérault, qui se trouve à environ 300 mètres à vol d'oiseau du site, de là où nous nous trouvons exactement. C'est la ligne de Platane que vous pouvez discerner. Bon, là on a le conteneur qui nous gêne, mais qui est derrière là-bas. Et puis lorsqu'on prend un petit peu d'altitude, lorsqu'on s'élève d'une dizaine de mètres, et certainement lorsque on imagine que tous les arbres étaient coupés, on aperçoit le Mont Saint-Loup au niveau d'Agde. Donc le littoral, on ne le voit pas trop, mais on le devine à peu près. Donc on est à environ 5-6 km du littoral. Alors, je ne sais pas si vous êtes tous de la région et vous connaissez peut-être parfaitement cela. Bon, voilà. Donc je ne vais pas insister plus qu'il faut sur ce point-là. On se trouve aussi à un point de confluence de deux petits ruisseaux pérennes, plus ou moins pérennes, qui faisaient peut-être la jonction aussi avec le fleuve Hérault, dont le tracé à l'époque ancienne était peut-être un peu différent de l'actuel, mais en tout cas, bon, là il se situait par là. Donc c'est un secteur qui était bien drainé aussi, donc ils avaient un accès aux sources d'eau qui se trouvent à proximité, ça c'est donc pas un problème. Donc c'est une des explications, enfin une des raisons pour lesquelles ils ont choisi ce site aussi. Et d'ailleurs on retrouve l'attestation, enfin le fait que ce site a été vraiment été considéré comme un emplacement privilégié par le fait qu'on a une occupation qui est longue, qui se fait sur une durée de plusieurs millénaires, puisque moi ce sur quoi nous travaillons, c'est le site gaulois, donc de l'âge du fer, mais en réalité il y a plusieurs occupations, plus anciennes et plus récentes. Et en fait, dès la fin de la préhistoire, on va dire on est plutôt au cœur de la préhistoire, ce qu'on appelle le néolithique final, donc on est vers 2500 ans avant Jésus-Christ, on a déjà une occupation sur le plateau de la Monédière. Cette occupation, elle se situe, donc là je vous ai mis un petit plan pour vous situer, donc c'est une vue aérienne, vous pouvez vous rapprocher si vous voulez. Vous pouvez m'interrompre également si les choses ne sont pas claires ou si vous avez des questions. Donc il se lit comme ça, hop, c'est plutôt comme ça. Donc là vous avez le lotissement et les immeubles qui se trouvent ici. En jaune, c'est notre zone de fouille. Voilà. Et ici donc c'est tout le plateau de la Monédière sur lequel il y avait notre occupation. Et donc à cette époque, au néolithique final, un petit établissement qui est mis en place et qui se situe vraiment sur la pointe du plateau à cet endroit-ci. Le fleuve Hérault est ici, hein, d'accord. Cette occupation néolithique, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais elle est matérialisée par un fossé défensif, palissadé, donc dans lequel ils ont implanté une palissade, et puis à l'intérieur des maisons à abside, donc circulaires, qui ressemblent un petit peu, alors je ne sais pas si vous connaissez le site de Cambous, près de Montpellier, qui est un site contemporain en fait, à Viol-le-Fort, voilà, qui est contemporain en fait de l'occupation de la Monédière, où il y a des maisons qui ont été restituées. Donc je vous invite à y passer si vous avez l'occasion, c'est très visuel et comme ça vous pourrez voir à quoi ça ressemblait. Donc là on est sur la même période et le même type d'implantation. C'est extrêmement bien conservé, donc ça fait aussi l'intérêt aussi de ce site, c'est que pour cette période-là on a aussi un site qui est très intéressant et très bien conservé. C'est étendu apparemment. Et c'est assez étendu, donc c'est vraiment localisé sur la pointe du plateau, mais on sait aussi que ça descendait sur les vignes qui sont en contrebas, voilà, qui sont matérialisées ici sur cette photo aérienne. Ensuite, donc cette occupation périclite, le site est abandonné et va être réoccupé plusieurs centaines d'années plus tard avec notre village gaulois, dont je vais vous parler tout à l'heure plus en détail, qui va occuper la plus grande partie de ce plateau-là et qui va déborder aussi des limites de la terrasse pour occuper les versants également alentour. Ce site, il est fondé vers 600 avant Jésus-Christ. Il va avoir cet établissement, ce village gaulois, cette ville gauloise. Éventuellement, j'irai un peu plus en détail sur les termes qu'on peut utiliser entre village et ville. Est occupé pendant 200 ans environ, sans discontinuité.
donc avec un abandon qui se fait vers 400 avant Jésus-Christ. Le site est abandonné, dans des circonstances un peu particulières, j'y reviendrai tout à l'heure en fin de visite. Et il y a de nouveau une réoccupation qui se fait environ 200 ans plus tard, dans le courant du 2e siècle avant Jésus-Christ. Donc là, on se rapproche de la toute fin de l'âge du fer, de la proto-histoire, parce que là on était dans la proto-histoire, dans l'âge du fer, d'accord. Et on se rapproche de la présence du moment où les Romains sont de plus en plus présents dans le paysage et dans le secteur. Donc on va parler plutôt de période gallo-romaine. Voilà. Et donc à la période gallo-romaine, il y a une réoccupation du site qui va se matérialiser là par un établissement probablement de type thermal, qui va occuper, qui est surtout attesté, matérialisé encore une fois sur la pointe du plateau, qui est matérialisé par un vestige qui est un monument qui est très bien conservé, qui est le mieux conservé finalement du site, qui correspond à une citerne gallo-romaine. Et tout autour, nous on avait fait des sondages il y a quelques années, on a retrouvé d'autres monuments de type bassin ou citerne, avec des bâtiments qui étaient associés, etc. Probablement un site plus étendu. Alors après, le problème pour ces périodes plus récentes, c'est que plus c'est récent et plus on est proche de la surface actuelle, parce que vous savez, ça se superpose au fil du temps. Et ce plateau-là, en fait, il a été cultivé, il a été mis en... Voilà, il y avait eu des vignes qui ont été plantées. Donc ça, ce qui dit vigne, dit charruage, évidemment. Donc tout ça, ça vient brasser et remuer les vestiges. Et donc les plus récents sont ceux qui en pâtissent le plus et le plus profondément. Donc pour ces périodes-là, évidemment, c'est le moins, on a le moins de documentation. Mais on suppose que c'est surtout concentré sur cette partie-là, avec des extensions qui se faisaient également là où vous avez les pieds, mais de manière un peu plus diffuse. Ce site gallo-romain, cet établissement thermal et plus, est occupé pendant environ 300 à 400 ans, et au changement d'air, au 2e siècle après Jésus-Christ, il est abandonné de nouveau. Et là, il va y avoir un long hiatus, sans occupation, et le village, enfin en tout cas l'établissement de Bessan, on va dire comme ça, va se déplacer au niveau du village actuel, mais ceci dit, vers l'an 1000, allez, pour simplifier, on a une petite réoccupation qui se fait là aussi à la pointe de notre plateau, au niveau de la citerne, avec l'installation d'une motte castrale, voilà, qui est ceinturée par un large fossé défensif, donc qui vient protéger ce petit donjon, enfin ce point d'observation et de surveillance, dont on connaît d'autres attestations dans le secteur pour la même période. Donc voilà, une histoire qui est assez riche et mouvementée. Et donc à la suite de cet abandon de cette motte castrale, le site est complètement déserté. Et ensuite, l'occupation se fait sur le village actuel et sa périphérie. Mais le plateau de la Monédière ne sera plus du tout occupé. Il sera mis en culture ou en friche. Mais voilà. Donc, ce qui est une chance pour nous, évidemment, puisqu'on n'a pas à passer sous les maisons actuelles ou attendre qu'il y ait des travaux de piscine, des piscines qui soient creusées pour pouvoir aller trouver nos vestiges. Donc là, je vais me concentrer maintenant sur l'établissement gaulois, puisque c'est celui-ci qui est au cœur de notre programme de recherche. Alors comme je vous le disais rapidement en introduction, nous sommes sur des fouilles programmées, c'est-à-dire que c'est des fouilles qui sont générées par des intérêts scientifiques, avec des problématiques scientifiques. Donc nous avons démarré ces fouilles en 2017, c'est en association avec l'Université de Montpellier, le CNRS, les collectivités territoriales également, et on bénéficie de subventions, d'apports financiers et techniques de la part de l'État, de la région, voilà, je les cite, c'est important, de l'agglomération d'Agde, de celle de Sète, de la mairie évidemment, et du département, je ne sais plus si je l'ai cité. Donc ça nous permet de fonctionner aussi, Et donc on a une petite équipe encadrante qui encadront des fouilleurs bénévoles qui sont des étudiants en archéologie qui viennent de Montpellier, de Paris, etc. Donc là, nous sommes sur cette fouille-là depuis 2017. Il faut savoir que en fait, ça fait depuis 10 ans que moi j'explore ce site, puisqu'en 2014, il y a eu des fouilles préventives. Donc là, on est dans un autre schéma. On est dans un schéma où on va intervenir parce qu'il y a des travaux d'aménagement préalables, enfin des travaux d'aménagement qui sont prévus. Et ces fouilles préventives ont concerné en fait les maisons, les lotissements que vous avez ici, tout cet espace ici là. Voilà, donc sur une surface à environ d'1 hectare, ce qui nous avait permis à l'époque d'explorer environ 1 hectare du site de la Monédière.
Ça va, tout est clair jusque-là. Alors, le village de la Monédière, le village gaulois, donc je vous disais, est fondé vers 600 avant Jésus-Christ. C'est un site qui est assez étendu, qui fait, on supposait initialement, il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, qu'il faisait 4 hectares, ce qui est déjà une surface importante pour la période, pour la région, pour le milieu de la France. On n'est pas du tout sur des sites gaulois de type Bibracte, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, dans le nord de la France, où là on peut avoir 20-40 hectares, mais c'est des schémas qui sont complètement différents. Dans le milieu de la France, Languedoc et Provence, on est sur des sites plus réduits, voilà, pour diverses raisons. Et 4 hectares déjà, c'était un site qui était assez notable en surface. En réalité, maintenant on sait qu'il faisait certainement le double, il atteignait certainement 8 hectares, et qui s'étendait très probablement jusqu'à l'orée du lit du fleuve Hérault, où il y avait très probablement un débarcadère. Voilà. Donc ça, c'est des suppositions qu'on a à partir de différents indices et qu'on essaiera aussi de confirmer au fil des années. Une petite parenthèse justement pour vous dire que nous, on travaille, et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, sur cette zone que vous avez devant les yeux, mais ce n'est pas le seul endroit où nous travaillons depuis 2017, puisque régulièrement, on ouvre des sondages, des tranchées, en différents secteurs du site, dont notamment l'extrémité dont je vous ai beaucoup parlé tout à l'heure, ce qui nous a permis de mettre en évidence ces différentes phases d'occupation. Pourquoi on fait ça? C'est aussi pour circonscrire les limites de notre site gaulois et de voir comment il se structure aussi à grande échelle. Voilà, donc là, on a une vision microscopique, on va dire, en quelque sorte, mais le fait aussi d'avoir des interventions plus ponctuelles à grande échelle, voilà, ça nous permet d'avoir une vision d'ensemble qui nous permet aussi d'avoir un discours qui sort de cette petite niche-là que nous avons ici. Donc notre site, il est créé vers 600 avant Jésus-Christ. C'est un site qui est fortifié, qui est puissamment fortifié. Donc il est fortifié derrière. Donc là, on a fait une artiste qui a fait une petite vue une petite évocation du site qui n'est pas forcément toujours très parlante, mais c'est très difficile de restituer un site lorsqu'on n'a que quelques vestiges éparses. Notre site, il était protégé derrière un fossé monumental qui faisait environ 12 mètres de large et 3 à 4 mètres de profondeur. Voilà, c'est des dimensions qui peuvent paraître impressionnantes, mais qui étaient assez communes à l'époque, et qui était doublé par un rempart, qui était fait par un soubassement de pierre et une élévation de briques crues. Alors ce rempart, il n'est pas du tout conservé, malheureusement, sinon ça aurait été intéressant de le montrer, mais on a pu le restituer parce qu'il a été retrouvé fondré en fait dans le fossé. Donc ça, on a pu restituer à partir de la fouille du fossé le rempart qui venait le protéger. Et cette ligne de défense, elle est complétée par un autre fossé, ce qu'on appelle un avant-fossé, que vous avez ici sur l'image, qui correspond à notre plan qui est là. Donc voici ici, vous avez le tracé du fossé dont je vous ai parlé, et donc un avant-fossé qui se trouve ici, qui est un peu plus réduit, mais qui est déjà assez conséquent aussi, qui est éloigné d'une dizaine de mètres du précédent, qui était probablement, lui, non pas protégé derrière, enfin, associé non pas forcément à un rempart, mais plutôt à un talus, probablement la terre qui a été extraite lors du creusement, et qui se situe en fait là-bas derrière, au niveau du cimetière. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on a pu mettre en évidence, justement, en allant faire des sondages, là, ces dernières années. Donc voilà, ça fait partie quand même des sites pour la région, pour ces périodes-là, des sites les plus fortifiés qu'on connaisse. Donc il y a une vraie volonté de se protéger. S'abriter derrière un rempart, c'est à la fois défensif, c'est à la fois symbolique évidemment. Ça matérialise aussi l'emprise de la communauté qui habitait les lieux. Et c'est ostentatoire aussi, c'est pour montrer aussi sa puissance vis-à-vis du visiteur et des étrangers. Voilà. Et pour les dissuader un petit peu aussi de venir les enquiquiner. Voilà. Oui. Vous l'avez retrouvé là et ça suppose qu'il y en avait aussi de ce côté ou qu'il était que de ce côté parce que, je sais pas, la configuration des lieux... Alors ça suppose très probablement qu'il se prolongeait. Effectivement, donc on l'a retrouvé ici. Là, le prolongement, on est sous les maisons, donc on ne sait pas. Il est probablement sous la route. Alors nous, on a plusieurs indices après qui nous permettent, sans forcément aller fouiller, de repérer les fossés. On a des photos aériennes anciennes, on a tout un fond depuis la Seconde Guerre mondiale de photos aériennes qui ont été réalisées, qui peuvent permettre, selon les périodes de l'année à laquelle ces photos ont été prises, de voir ressortir certaines structures, et notamment les fossés, surtout lorsqu'ils sont imposants. Et à partir de ces photos aériennes, on a repéré une trace à ce niveau-là, qui se situe vraiment dans le prolongement de notre fossé, qui laisse à penser qu'on a la fermeture ici de notre fortification. Et on a une deuxième méthode, enfin une troisième si on compte la fouille et les photos aériennes, qui sont les prospections, ce qu'on appelle les prospections géophysiques. Donc là on va envoyer des ondes dans le sol, soit électriques, soit magnétiques, soit les deux combinés,
soit du radar. Maintenant, il y a toute une série de méthodes qui sont à notre disposition pour essayer de trouver des échos de structures. Donc lorsqu'on a des murs, ça peut sortir. Lorsqu'on a des fossés également, ça peut sortir selon les méthodes qu'on emploie. Et donc on a mené ces dernières années également une série de ces prospections géophysiques dans les vignes qui sont en contrebas, pour essayer justement de détecter la suite de notre fossé. Et on a retrouvé ces traces là que j'ai mis en violet, vous avez ici, donc qui sont très diffuses, qui ne donnent pas une image bien précise, mais qui laissent à penser que ça pourrait être la continuité de notre fortification. Donc voilà, là vous avez à peu près l'emprise du site, avec peut-être une fermeture qui se fait là. Donc ça suivrait à peu près les limites parcellaires plus ou moins actuelles. L'Ardaillon est ici, l'Hérault est pas loin là. Voilà. Alors, ce site, il est important à tout point de vue, non pas parce que je le fouille. Les archéologues ont tendance à dire que le site qui fouille est le plus important et exceptionnel. Bon là, c'est le cas, c'est vrai quand même. Non, c'est un site qui est intéressant d'un point de vue historique, puisque sa fondation, donc on se situe, je vous disais tout à l'heure, vers 600 avant Jésus-Christ, ça coïncide avec un événement majeur pour l'Europe occidentale et pour la Gaule en particulier, avec la création de la colonie de Marseille par les Grecs de Phocée, qui sont venus s'installer donc à Marseille et qui n'ont pas colonisé parce qu'ils venaient pas là en tant que colonisateurs, ils ont été accueillis, acceptés en fait par les Gaulois, mais qui sont installés sur un certain nombre d'établissements littoraux jusqu'à Agde. Alors après, il y a un débat sur le moment où ils se sont installés à Agde, mais on sait qu'en tout cas, ils ont fréquenté Agde très précocement, dès le 6e siècle avant Jésus-Christ en réalité. Donc on est juste à côté du site. Et ces Grecs qui nous intéressent parce que très tôt, ils ont commercé avec les Gaulois. Et l'essentiel du commerce avec les Gaulois, c'était le vin. Ça fait fureur chez nos amis gaulois parce qu'ils ne connaissaient pas le vin, ils avaient la bière, la cervoise, mais pas le vin. Et donc ils ont à partir de 600, alors c'était pas les seuls parce qu'il y avait aussi des Étrusques, c'est tout l'intérêt aussi de ce secteur géographique de la Gaule, qui livrait également du vin. Mais très rapidement, donc, on retrouve des amphores de Marseille, dont vous avez une illustration ici, sur les sites gaulois. Alors celle-là, c'est très rare de les retrouver entières. En général, on a plutôt des fragments, évidemment. Celle-là vient d'ici. Elle vient d'un contexte très particulier, dont je reparlerai tout à l'heure. Et puis, donc voilà, ce type de contenant, nous, on en retrouve énormément sur ce site, et dès les premiers temps de l'occupation du site. Et associé à ces amphores, on va retrouver aussi une quantité non négligeable de ce type de vase extrêmement soigné et très très joli, qu'on appelle la céramique attique. Je pense que vous connaissez tous plus ou moins, quand vous allez en Grèce, vous en voyez partout dans les musées. Alors là, je vous ai mis justement une photo, alors ça vient pas du site, malheureusement, c'est des choses qui ont été trouvées en Étrurie. Mais voilà, nous on a plutôt des petits fragments comme ça qu'on retrouve, mais qui sont quand même sympathiques, avec des figurations de personnages, des décors, etc. Donc ça, c'est produit en Grèce, vers Athènes. Et c'est de la vaisselle qui est échangée et qui est distribuée aux Gaulois à cette époque-là. Et l'intérêt de ce site, de la Monnaie d'Hyères, c'est qu'on va en retrouver on va en trouver assez tôt et on va en trouver dans des quantités qui sont beaucoup plus importantes que les sites contemporains qu'on connaît dans le secteur. Ce qui laisse à penser qu'il y a vraiment eu des liens très étroits entre ces Grecs qui arrivaient sans doute par Agde, qui remontaient peut-être le fleuve Hérault jusqu'à la Monnaie d'Hyères, qui débarquaient ici, qui débarquaient avec leurs produits, leurs amphores vinaires, de la vaisselle et puis d'autres éléments qui sont plus retrouvés et qui échangeaient avec les Gaulois. Donc la Monnaie d'Hyères, ils ont capté ces produits, ils ont consommé sur place et on suppose que très probablement aussi ils ont diffusé ces éléments-là, enfin ces produits-là, dans l'arrière-pays, aux autres sites gaulois. Donc c'est une plaque tournante du commerce qui se met en place à cette époque-là, au premier âge du fer, au 6e siècle, avant notre ère. C'est pas le seul, mais en tout cas, parce qu'on a aussi Béziers qui tient plus ou moins ce rôle à la même époque, on a Latte, près de Montpellier, mais voilà, ça fait partie de cette tête de pont du commerce méditerranéen, donc d'où tout l'intérêt, c'est tout l'intérêt du site aussi. À tel point, ces liens étaient à ce point important qu'on suppose que, ça c'est quelque chose sur lequel on travaille également, qu'une partie peut-être de la communauté grecque a pu s'installer de manière pérenne sur le site. Donc une mixité aussi de population dans l'établissement de la Monnaie d'Hyères. Ce qui en fait aussi tout son intérêt, parce que c'est des choses qui sont assez peu communes. Voilà. Bon, je vous invite à aller voir, j'ai beaucoup parlé, je vous invite à aller voir plus concrètement ce qu'on trouve. On va faire le tour par là.
Alors oui, je vous fais la visite et après j'ai mes collègues aussi, Aude et Marie, là, qui ont un certain nombre d'objets à vous présenter parce que bon, bah, là, vous allez surtout voir des vestiges. Donc de la céramique, des restes d'ossements d'animaux, des graines, tout ce qu'on trouve. Donc je vous invite après à aller les voir, voilà, si vous le souhaitez. Et est-ce que le fleuve Véron, il était navigable au-delà de Bessan en amont? Alors a priori non, Ça s'arrête là. Ouais, a priori plus ou moins jusqu'à Saint-Thibéry. Après il faut voir quel tonnage pouvait remonter jusque là. Donc là il y avait probablement il y a un faible tirant quand même, hein, donc c'est plutôt des embarcations légères. Voilà. Donc c'est certainement pas les triréres grecs qui remontaient jusqu'ici. Il devait y avoir un transbordement sur des barques, ce genre de choses quoi. D'accord, je comprends mieux. Mais à partir de Saint-Thibéry, si je dis pas de bêtises, hein, Guy, la navigation commence à être compliquée. Oui. Donc voilà, c'est vraiment un point stratégique hein, à ce niveau-là. Oui. Parce que j'ai pas encore, il n'est pas encore inventé. Voilà. Ça commence à venir en élévation. Un petit peu. Alors, hop, j'en parlerai ça, après j'en parlerai ici. Je vais revenir sur mon premier encart, ça sera plus simple. De payer le vin. Oh, bah c'est du troc. Du troc, alors on pense qu'il y avait beaucoup de céréales, de l'orge. On a retrouvé énormément d'orge sur ce site. Et très probablement voilà, des denrées alimentaires, peut-être du métal sous forme d'objets finis ou alors sous forme de demi-produits, de matériaux, pour du fer, du bronze, etc. pour qu'eux-mêmes ils fassent leurs objets. Donc voilà, on peut imaginer tout type d'échange. Ouais, il y a le cuivre pas loin, donc voilà, des choses dont ils n'avaient pas forcément accès à Marseille. Alors, et des meules. Et des meules aussi, effectivement. Donc voilà, toutes sortes d'objets. Ça explique pourquoi on les retrouve si loin. Voilà, c'est ça. Alors, sur cette zone de fouilles, pour vous situer, donc je reprends le plan du début, nous sommes ici. On se situe à un endroit qui est un peu névralgique sur le site, puisque, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais nous sommes juste derrière une porte d'entrée. Puisque le fossé là, dont j'ai parlé tout à l'heure s'interrompt. On l'avait mis en évidence en 2014, et donc nous on se situe juste derrière. Pour vous situer un petit peu, l'entrée dont je vous parle là correspond à peu près à la baie vitrée de la maison qui est en face. Voilà, approximativement. Voilà. Ironie du sort. Donc nous on a ouvert cette zone parce que justement c'était pour faire le lien justement avec cette entrée et là son articulation aussi avec les quartiers d'habitation qui pouvaient s'organiser autour. On l'a placé aussi à cet endroit-là parce qu'on avait fait des prospections géophysiques en amont, en 2016, qui avaient permis de révéler que on avait des vestiges dont la lecture était difficile, comme ça, à partir des images, mais qui étaient présents et qui étaient bien conservés à cet endroit-là. Voilà. Donc sur cette zone, vous avez, je vais descendre, ça sera peut-être plus simple, je vais me mettre là. Sur cette zone, vous avez en gros, elle s'articule en gros en deux grands secteurs. Vous avez sur toute la partie, cette partie ici, c'est la partie occidentale, qui est juste derrière la porte d'entrée, des aménagements de type espace de circulation, de type voie, de type place, qui est matérialisé par tous ces cailloutis et ces galets que vous avez en face de vous. Là, ce que vous voyez, ce sur quoi je marche, ce n'est pas le sol naturel, c'est vraiment un aménagement, alors qui est fait sur le... Là, on a fait un petit sondage pour vérifier où se trouvait le sol naturel, le terrain, le substrat. Donc il a quelques centimètres dessous. Mais tout ça, ça a été rapporté et soigneusement construit. Donc c'est un petit travail assez titanesque, parce que c'est des petits galets, on retrouve de la céramique écrasée en place dessus. Voilà, il y a différents éléments, de la faune qui a été rejetée. Et en réalité, on se trouve sur un espace qui est très vaste. Au début, on avait une vision très étriquée de cet espace-là. On pensait que c'était simplement une voie qui desservait de 3 à 5 mètres de large qui desservait l'entrée. Mais en réalité, on est sur quelque chose de beaucoup plus ample. Et là, on parle vraiment de place dorénavant. C'est intéressant pour nous parce que ce type d'aménagement, en fait, il n'est pas attesté ailleurs sur d'autres sites de cette période-là dans la région. On est sur un espace qui est public. Voilà, ça concerne tous les habitants. C'est collectif aussi. Et ça, c'est important pour nous parce que pour le monde gaulois, surtout ces périodes anciennes, on va retrouver des maisons, mais il n'y a pas de temple.
Il n'y a pas de bâtiment public de type qu'on peut retrouver chez les Romains, le Sénat, etc., ce type de choses. Donc c'est un peu le seul, avec la fortification, c'est un peu les seuls aménagements qui ont impliqué toute la communauté. Voilà, donc ça c'est important pour nous. Et ça témoigne aussi d'une volonté d'urbanisation. Il y a une structuration, il y a une planification. Lorsqu'ils se sont installés, ils n'ont pas juste construit leur rempart et puis se sont installés à petit bonheur la chance à l'intérieur. Non, ils ont vraiment structuré leur habitat. Donc ils ont construit cette place qui après a un petit peu évolué au fil du temps parce qu'il y a des maisons à côté et que quand on est dans une maison, on consomme des choses, on fait du feu, etc. Et c'est toujours plus pratique de balancer à l'extérieur. Et donc la voie s'y prête bien. Donc il y a une accumulation de déchets sur cet espace de circulation, ce qui pour nous est génial hein, parce qu'on retrouve tous leurs déchets. Nous on adore fouiller les poubelles. Hein. Voilà, ça nous permet de restituer la vie quotidienne de ces gens-là. Mais donc voilà, il y a vraiment une structuration de l'habitat. Et à côté de ça, on le verra tout à l'heure quand je parlerai de cette maison plus en détail, dès l'origine, les maisons sont orientées selon une trame qui est très régulière. Là, vous avez une orientation d'une maison. Alors malheureusement, cette année, on a démonté beaucoup de murs, donc c'est un peu moins visuel. Mais la plupart des constructions se font sur ces alignements-là de murs que vous avez ici, qui reprennent, en réalité, le tracé du fossé, qui est ici, qui est perpendiculaire à peu près. Hein. Donc là, là aussi, c'est très intéressant pour ces périodes-là, vers 600, 500 avant Jésus-Christ, parce que encore une fois, c'est très peu attesté sur d'autres sites contemporains gaulois de la région. Donc là, il y a vraiment... d'emblée, ils avaient un schéma dans la tête quand ils sont installés. Voilà. Alors, est-ce qu'ils ont été un petit peu aidés par les Grecs lors de l'installation, qui sont venus leur donner quelques bonnes idées, ou est-ce que c'est d'eux-mêmes qu'ils sont allés sur ce type d'aménagement? Ça, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment... C'est pour ça que tout à l'heure, je suis plutôt enclin à parler de ville, dans le sens d'urbanisation, de caractère urbain, parce qu'on est déjà sur des villes, en fait, à cette époque-là. Sur des villes gauloises, c'est important. C'était pas des fois on a une image un peu misérabiliste des Gaulois, leur petite hutte, leur village comme ça, ils se chamaillent en vendant du poisson, etc. Non, voilà, c'est ça. Non, c'était quand même, il y avait des schémas de pensée qui étaient déjà bien structurés, en tout cas sur les occupations, les types d'occupations. Donc cette voie, elle va connaître différents états, des recharges. Donc là, on arrive sur ce premier état, ici, qui est très très vaste, hein, puisqu'on le retrouve sous les pieds de mes collègues, et on va en retrouver des vestiges, ça affleure par endroits, derrière, là-bas, peut-être qu'en faisant le tour, on les retrouvera. Donc une étendue très importante, ça passe là sous vos pieds. Voilà, on n'en connaît pas l'étendue, mais c'est très très important. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour nous. On a des systèmes d'aménagement, je ne vais pas forcément vous amener les voir parce que en fait on ne sait pas trop comment les interpréter, donc je ne vais pas pouvoir en dire grand chose. Avec ces fossés, ces petites tranchées là que vous discernez peut-être d'où vous êtes, qui viennent border l'espace, peut-être des palissades qui venaient marquer la bordure, peut-être des arbres qui ont été plantés, on ne sait pas trop, ou peut-être des choses complètement différentes puisque c'est implanté en cours d'utilisation et ça marque peut-être aussi l'abandon, donc peut-être des choses rituelles aussi pour marquer l'abandon de cet espace de circulation. Voilà. Donc c'est des choses sur lesquelles on travaille actuellement et qui ne sont pas encore très claires pour nous aussi. Alors, on est vraiment sur des réflexions qui se font sur le long terme. Une petite parenthèse, il faut savoir que sur ce site, alors je suis désolé, on fait au mieux, hein, c'est pas toujours très visuel, et encore pour ces périodes-là, on a la chance d'avoir quand même des vestiges très bien conservés. Mais vous le voyez avec au niveau des bermes, là, de l'ouverture de notre zone, on est sur une stratigraphie, une épaisseur de sédiment qui est assez faible en fait. Et nos 200 ans d'occupation, en fait, ils s'échelonnent sur 50-60 cm d'épaisseur, ce qui est vraiment pas beaucoup du tout. Il n'y a pas eu de grosse phase de remblaiement. Alors il faut savoir que nous, on a identifié 7 grandes phases d'occupation, on va dire 7 villages, pour simplifier, voilà, qui sont à chaque fois, qui ont une durée environ d'une génération, de 25 à 30 ans. Voilà. Donc ils occupent, voilà. Ils abandonnent pour X raisons et reconstruisent en général immédiatement par-dessus. Il n'y a pas de gros remblaiement sur les ruines des maisons précédentes sur lesquelles ils reconstruisent. Ça aurait été trop simple pour nous. Voilà. On aurait bien aimé, mais non, en fait, souvent ils reconstruisent immédiatement par-dessus. Donc on réfléchit vraiment sur des strates qui sont très très fines. Donc ça explique pourquoi aussi ça demande un travail minutieux et assez long. Voilà. Donc on va parler plus précisément des maisons et je vais vous présenter celle-ci. Je vais revenir sur mes encarts dans l'ordre. Alors, dans les premiers temps de l'occupation,
vous n'avez pas ce type de maison. Vous avez des maisons qui sont en matériaux périssables, en matériaux légers, donc qui sont faits avec de la terre et du bois, du torchis en fait, ce qu'on appelle du torchis aussi, donc de la boue compactée sur des murs en clionnage. Et ces maisons-là, elles ressemblaient plutôt à celles que vous avez ici. Ça, c'est une restitution qui a été faite sur le site de Russino à Perpignan, qui est contemporain en fait des débuts d'occupation du site de la Monédière. Et voilà à quoi ça pouvait ressembler. Donc là, effectivement, ça ressemble un peu à ces huttes gauloises qu'on peut avoir à l'esprit. Donc ça, c'est sur le début du VIe siècle. Et très rapidement, en fait, vers 550 avant Jésus-Christ, ils vont complètement changer de mise en œuvre pour la construction de leur maison. Et là, ils vont passer sur des constructions, ce qu'on appelle en dur, avec des soubassements de murs en pierre et une élévation là qui est non pas tout en pierre, parce que la pierre est rare ici sur ce site, mais en terre, et plus précisément en briques crues. Et ça, c'est intéressant pour nous parce que ça, c'est pas une invention gauloise, ça, c'est quelque chose qui a été apporté par les Grecs ou les Étrusques. Et c'est quelque chose qui est attesté très tôt par rapport à d'autres sites de la région. Donc là encore, c'est un élément supplémentaire qui laisse à penser que la présence grecque et étrusque a été importante sur ce site-là, au point qu'il y ait un transfert de technologie aussi qui se fait voilà, jusque dans l'espace domestique. Et donc nous voilà vers 550 avant Jésus-Christ, et voilà comment ils construisaient leur maison, donc avec ces murs en pierre dont je vous parlais. Alors les pierres utilisées, on en a deux sortes. Je vous en parle parce que c'est important aussi d'avoir à l'esprit. On a ces pierres grises là que vous avez de partout, qui est du basalte en réalité, qui ne vient pas du site en fait, et qui provient très probablement en fait de Saint-Tibérien. Il y avait un ancien volcan, c'est le plus proche. Alors il y en a à Agde qui est très connu, mais Agde c'est quand même plus loin. Le plus proche, le plus accessible, c'est là, c'est à 1 km, 1 km et demi à vol d'oiseau. Donc ils venaient chercher ça pour construire leur soubassement. Et puis après, on a toutes sortes de galets voilà, qui s'adjoignent à ces murs et qui, eux, viennent de la notre terrasse du sol de la Monédière. Alors là, vous avez un grand édifice qui est le mieux conservé de notre site, qui présente un plan rectangulaire. Alors là aussi, on a une petite évolution par rapport au début de l'occupation, puisqu'au début de l'occupation, je vous disais, on avait des maisons en matériaux périssables, bois et terre, et qui étaient de forme absidiale, ovalaire, pour simplifier. Et lorsqu'ils vont passer sur ce type de construction, là, ils vont passer sur des maisons rectangulaires. Donc là aussi, il y a un changement qui est notable, en fait, à ces périodes-là. Et ici, vous avez devant les yeux, donc, alors, il n'y a plus que le soubassement qui est conservé, et vous voyez, lorsqu'on a un peu de chance, on a des résidus de la terre, d'élévation des murs qui sont conservés. C'est juste ça. Voilà, c'est juste ça. C'est pas grand-chose, mais ça, déjà, ça nous éclaire beaucoup. Voilà. Comment on arrive à différencier la terre qui était dessus de la terre qui constituait les murs? Alors, c'est pas la même texture, c'est pas la même couleur, il n'y a pas les mêmes inclusions à l'intérieur, il y a moins de gravier, il n'y a pas de charbon, il n'y a pas de rejet, etc. Voilà, c'est toutes sortes d'indices comme ça visuels qu'on a. Après, nous aussi, on va faire ce qu'on appelle de la micromorphologie, c'est-à-dire qu'on va récupérer une partie de la terre, et là, ça va être observé au microscope par des spécialistes pour voir la texture justement microscopique de ces éléments-là. Les observations qu'ils vont en tirer vont nous permettre de dire, là, vous avez la terre très compactée, c'est de la brique, qui est plus diluée, c'est juste de la terre qui a été rapportée de manière, qui a été tassée sur place, etc. Donc la maison que vous avez devant vous, c'est une des mieux conservées du site. On y travaille depuis 2-3 ans maintenant. Elle a été intéressante à plus d'un égard, non seulement par son état de conservation, mais aussi par son emplacement. Parce que, comme vous pouvez l'observer, on est pile en face de l'entrée. Elle est au milieu de la place. Les autres maisons, les autres édifices se développent sur les côtés, en bordure, ici, là, essentiellement. Et puis de ce côté-ci, là, on commence vraiment en limite de fouille à apercevoir un autre quartier qui se développe de ce côté-ci. Donc là, il y a un emplacement qui est pas anodin, qui est plutôt singulier. C'est intéressant également dans les choix des matériaux qui sont apportés, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure, puisqu'on va retrouver du calcaire aussi, et ça c'est extrêmement rare d'en retrouver dans la construction des maisons. J'en ai justement sous mes pieds. Là, vous avez 2 pierres calcaires ici qui matérialisent en fait un seuil, une entrée en tout cas de l'édifice qui se faisait ici, donc sous forme de marche. Et vous retrouvez également une grande pierre calcaire là à côté d'Henri, sous la caméra, qui marque l'angle, qui forme l'angle, qui est une pierre taillée. En général, c'est juste des pierres brutes qui rapportent, donc ça c'est taillé aussi. Et elle fait face aussi à l'entrée, donc elle était bien visible aussi. Donc il y a un petit côté aussi m'as-tu vu
hein, un petit peu ostentatoire sur les choix des matériaux, voilà aussi. Et puis on retrouve également un gros bloc, alors on n'est pas sur du calcaire, on est plutôt sur de la roche agglomérée, mais là aussi c'est exceptionnel de retrouver ça, donc il y a vraiment un choix des matériaux qui est fait. Donc ça c'est des indices qui nous mettent un peu la puce sur l'oreille sur le fait qu'on a peut-être une maison qui n'était pas occupée par, non pas par le premier venu, mais peut-être par un personnage un peu important sur le site. Voilà, on est dans le domaine de l'hypothèse, mais on fait comme on peut avec les vestiges qu'on retrouve. Ça ne peut pas être un bâtiment public. Alors non, c'est pas un bâtiment public parce que justement, à l'intérieur de cet édifice, donc vous voyez bien les murs qui délimitent de ce côté-ci, en face de vous là-bas. Alors là-bas c'est un peu moins net parce qu'il y a une partie qui a été récupérée, arrachée. On voit une tranchée ici, donc ils sont venus récupérer les blocs après l'abandon de cet édifice-là. Donc ça se fermait bien là. Un mur de refend qui vient séparer deux espaces différents. Okay. Et dans ces deux espaces, on a des choses un peu particulières, en tout cas différentes. La petite pièce que j'ai ici, vous avez, alors là aussi c'est pas très bien conservé, mais ça se voit plutôt bien, cette partie plus rougeâtre qui correspond à un foyer. En fait, on est à peu près au centre de la pièce. Ce foyer, il fonctionne avec ce sol que j'ai sous mes pieds là, qui est rouge également, un petit peu. Et qui correspond juste à une petite pellicule de sable un peu graveleux qui a été ramené sur un remblai de terre. Mais il y a vraiment un soin justement qui est fait dans la construction de ce sol-là. En général, on est sur des sols en terre battue. Bon, ils ne s'embêtent pas, c'est de la terre, etc. Là, ils vont rajouter cette petite pellicule pour vraiment soigner l'intérieur de cette pièce-là. À côté de ça, et là c'est en cours de fouille, donc je ne vais pas pouvoir aller très loin dans l'explication, on a une série de creusements qui ont été faits de fosses, donc on a une qu'on a fouillée là, dans laquelle on a retrouvé simplement des blocs, et puis on a deux autres là qui sont entre les rubalises qu'on a matérialisées, qui s'ouvrent également de part et d'autre. Alors malheureusement, on est un peu coincé pour dire à quoi était dévolu cet espace, parce que tel que vous le voyez, c'est tel qu'on l'a découvert. Il n'y a pas du tout de reste de vaisselle à l'intérieur, de déchets de consommation, il n'y a rien du tout. Ça a été complètement nettoyé avant l'abandon. Donc nous, du coup, on est un petit peu limité pour dire à quoi ça pouvait servir. Ceci étant, au fond de cette pièce, contre le mur, vous avez cet aménagement là que vous voyez qui forme une marche et qui correspond à ce qu'on appelle une banquette. Donc là, c'est de la terre massive qui a été construite. Et ces banquettes, bon, c'est assez typique des maisons gauloises, ça a pu servir de lit, ils sont plus, voilà, mais plus probablement ça servait d'étagère pour poser des choses, des vases, etc. Et là, ce qui est intéressant pour nous, c'est que dans cette banquette sont englobés ces trois éléments là que vous voyez, qui sont en fait les embouchures d'amphores de Marseille. On est sur l'embouchure là, des amphores. Alors, elles ne sont pas entières. Parce que vous voyez, c'est quand même des objets, enfin des vases qui sont très globulaires. Et si on restitue leur profil, on rentre dans le mur, donc c'est pas possible. Donc très probablement, en fait, c'est des cols d'amphores qui ont été sabrés. Voilà. Alors peut-être qu'ils ont... On sait que dans les banquets, à des époques plus récentes, ils sabraient les amphores lors de banquets pour consommer le vin. En tout cas, là, c'était réutilisé après sabrage et ça a été inséré dans cette banquette-là. Très probablement, ça a servi de support justement pour fixer les amphores. On suppose que c'était fait pour ça, parce que ces amphores de Marseille, quand vous les posez par terre, elles ne tiennent pas. Elles ont le fond en fait a un profil très, très resserré, en goulot d'étranglement, avec ce qu'on appelle un cul, voilà, assez étroit. Et donc du coup, voilà, ça ne tenait pas, et là ça permettait vraiment de les caler à cet endroit-là. Alors après, qu'est-ce qu'il y avait dans ces amphores? Est-ce qu'il y avait du vin? Est-ce qu'il y avait des denrées alimentaires? Là, malheureusement, on est un peu, on ne sait pas. Et de ce côté-ci, on a des choses un peu différentes. Bon, je vous invite à vous déplacer, vous verrez mieux. On a des choses un peu différentes. Donc là, c'est en cours de fouille, d'exploration. On retrouve un foyer central, ici, à peu près central. Alors ces foyers, c'est typique du monde gaulois. Vous voyez, il y a un premier niveau d'installation, ce qu'on appelle un radier, avec des galets qui sont installés. Alors là, il est de forme rectangulaire, pour le coup, on discerne bien sa forme. Et par-dessus, vous avez le reliquat de ce qu'on appelle la sole, c'est-à-dire la plaque foyère sur laquelle étaient cuits directement les aliments, ont été posés les vases. Voilà, donc ça, c'est des choses qui sont très largement attestées dans le monde gaulois pour ces périodes-là. En revanche, il est un peu moins ce foyer que vous avez derrière, qui est complètement différent. Pour lequel on n'a pas d'autres, moi je ne connais pas d'autres parallèles en Gaule.
qui est très massif, hein, vous voyez, avec des grosses pierres de basalte qui ont été rapportées, un lit de galets par-dessus, et on retrouve, alors malheureusement la surface a été abîmée parce qu'on est assez haut ici, mais on retrouve des traces de feu en fait par-dessus, donc on sait que ça a servi de four ou de foyer. Voilà. Alors, là on est, pour répondre à ta question Antoine, on est dans des aménagements qui sont typiquement domestiques. On retrouve ce genre de choses, ce genre de vestiges, on les retrouve de manière assez récurrente en fait dans les maisons gauloises. Voilà. Donc on est dans de la cuisine et peut-être aussi un peu d'artisanat. Malheureusement, on ne sait pas trop à quoi il a servi celui-ci. Alors, Notre période. pardon? Alors maintenant, on sait qu'ils ont fonctionné ensemble. On sait qu'ils ont fonctionné ensemble et entre les deux on a retrouvé plein de résidus de combustion, de la cendre, du charbon. On a prélevé ça justement en début de campagne et en fait à l'intérieur on a retrouvé énormément de graines aussi. Voilà. Et juste à côté de ces graines, et ça mes collègues vous les montreront tout à l'heure si ça vous intéresse, elles ont rapporté un échantillon, on a retrouvé à cet endroit là une meule entière. Voilà. Donc qui permettent de broyer justement les graines. Donc on est vraiment dans cette ambiance culinaire hein, en fait. Circulaire. Elle est ovalaire. C'est les meules à va-et-vient, mais voilà. Je vous renvoie à ma collègue pour voir ça de plus près. Donc elle a été entière et c'est plutôt intéressant pour nous. Un autre foyer, très probablement ici, qu'on n'a pas encore fouillé, qui commence à émerger, qui est matérialisé par ces galets en cercle, hein, qui viennent délimiter très probablement une seule foyer. Donc là, un autre type de foyer qui a pu servir à autre chose, peut-être un four, pourquoi pas. Alors les fours se distinguaient des foyers qui sont ouverts par la présence d'un dôme. Des fois, quand on a un peu de chance, on retrouve le départ de ce dôme. Bon, là, visiblement, c'est pas conservé. Et puis, vous avez dernier élément, vous avez ici, dans l'axe longitudinal du bâtiment, cette pierre qui est insérée dans une fosse et qui très probablement servait de support. Alors, non pas directement à la toiture, on pense, mais peut-être à un étage. Voilà. Donc, il y avait très probablement un étage par-dessus sur tout le bâtiment. Pour vous donner une petite idée, voilà à quoi ça pouvait ressembler. Là, on a fait une restitution. Hop, je vais marcher là. Voilà, une restitution de cette maison. Alors, c'est pas exactement celle-ci. C'est un autre édifice qu'on avait fouillé en 2014 de l'autre côté, là-bas, qui n'est pas tout à fait contemporain de cette maison-là, mais quasiment, et qui se présentait un peu de la même manière, avec deux espaces très distincts. Hop, vous pouvez faire passer si vous voulez, hein, vous verrez plus près. Des espaces très distincts. Un espace, la plus grande pièce qui très probablement servait à faire la cuisine, à manger, etc. À recevoir, enfin voilà, à la fois à stocker également des réserves, enfin, bon, qui servait un peu à tout finalement. Et puis un espace plus petit, plus soigné, avec moins de structure foyère, qui pouvait servir peut-être de salle de réception, de salon. Quelque sorte. C'est très compliqué de mettre des noms sur des espaces par rapport à ce que nous on connaît dans nos maisons actuelles. Voilà. Voilà à quoi ça pouvait ressembler, ce que nous on retrouve, ce qu'on retrouve lorsqu'on fait des fouilles. Alors là encore une fois on a de la chance parce que c'est un des édifices les mieux conservés en général. Les murs on les retrouve de manière très lacunaire, très partielle. Les niveaux d'occupation très souvent ils ont été abîmés par les réoccupations qui sont arrivées par-dessus. Ici ça a été assez épargné par les labours. Et surtout, ce bâtiment, il a été complètement scellé par un gros remblai que vous voyez orangeâtre là-bas dans la berme, très compact, qui est venu protéger en fait ces vestiges-là. Donc bon, voilà, c'est la chance qu'on a eue. Alors cet édifice, il connaît un destin un petit peu funeste, puisqu'il ne va pas être simplement abandonné, mais il va être incendié, en tout cas il va brûler. Et en fait, on retrouve les traces de cet incendie ici, là devant mes pieds, avec ce niveau-là très rubéfié qui correspond au sol d'occupation et qui a été complètement vitrifié en fait par la chaleur intense de l'incendie. Alors là ça se voit pas très bien avec la lumière, mais partout ici, peut-être que vous le discernez, il y a des traces très rouges en fait qu'on retrouve de partout là, bon, ça c'est un peu ressali, qu'on retrouve également là, donc là c'est vraiment les indices de cet incendie. On avait retrouvé également, ça répond un peu à votre question, des briques crues qui ont brûlé lors d'incendie, donc du coup on les a retrouvées entières ou fragmentées, on a retrouvé une partie là. Et puis à l'extérieur du bâtiment, là où fouille mon collègue, donc vous pouvez vous déplacer également un petit peu si vous voulez.
On retrouve les vestiges de cet incendie. Donc là, on les a quasiment fouillés ou on arrive dessus. Avec, bon là, ça a été démonté, mais on a retrouvé énormément de gros vases de stockage qu'on appelle des doliums, des amphores également éclatés sur place. On les voit encore un petit peu qui sont prises là dans la berme. Et puis des restes de briques. Vous voyez, ça c'est des briques crues qui ont fondu, voilà, qui ont cramé. Hein, on voit bien la couleur qui est caractéristique. Et puis énormément de graines. Énormément de graines. Donc très certainement des vases de stockage avec leur contenu qui ont explosé sur place. Donc pour nous c'est très intéressant justement pour savoir ce qu'ils ont mangé, etc., consommé. Du charbon aussi, tout ça. Alors cet incendie il n'est pas limité à cette maison, puisqu'en réalité on en a retrouvé les traces de partout sur le site, de partout sur cette zone, dans toutes les structures d'habitation. On en avait retrouvé également des vestiges lors des fouilles préventives de l'autre côté. C'est souvent très violent. Il y a des espaces dans lesquels en fait on avait tout le vaisselier qui avait explosé sur place. Là vous avez une petite photo. Je ne peux pas plus m'approcher, sinon je vais marcher ou fouiller mon collègue. Ici, là, hop, ça a été fouillé là, vers la brouette. On retrouve les vases entiers en fait qui ont éclaté. On avait retrouvé des graines, etc. Donc quelque chose de violent à tel point qu'ils n'ont pas eu le temps de sortir leur vaisselle, leur mobilier, etc. Donc un incendie qui est généralisé au site, maintenant on le sait. Et ce qu'on sait aussi, c'est que cet incendie n'a pas été accidentel. Il a été provoqué. Et ça, comment on le sait? Parce que dans tous ces niveaux d'incendie, et notamment sur la zone sur laquelle on fouille ici, on a retrouvé plus d'une vingtaine de balles de fronde, ce que vous avez ici. Donc, je ne sais pas si vous voyez tout ce que c'est les balles de fronde, hein, c'est des éléments qui étaient projetés, des projectiles, et qui étaient utilisés soit pour chasser, mais ça restait quand même très marginal, et surtout pour faire la guerre. Voilà. Et ça, on en retrouve dans tous ces niveaux de destruction de manière éparpillée. Donc ça, c'est vraiment un indice fort qui nous permet de dire qu'il y a eu une destruction violente, de type guerrière. Et on retrouve aussi associé à ces balles de fronde cet élément qui est une pointe de javelot. Alors là, c'était une photo qui a été faite avant restauration, mais qui est une pointe de lance en fait en fer qui a été retrouvée également associée à ces destructions. Donc il y a eu des combats en fait sur place. Alors là, on se situe vers 480 avant Jésus-Christ. Donc on a la chance de pouvoir dater précisément tous ces événements parce que on a des productions de vaisselle qui sont produites sur des temps très courts en fait et qui nous permettent d'avoir des tranches chronologiques très resserrées. On arrive à dater juste avec ces éléments de vaisselle à 20-25 ans près nos vestiges. Donc ce qui est quand même très intéressant. On ne peut pas aller plus loin. Lorsqu'on fait du C14, on a des marges d'incertitude qui sont encore plus grandes. Et donc ça intervient, cet incendie, cette destruction, elle intervient vers 480 avant Jésus-Christ. Elle ne marque pas l'abandon du site, puisque derrière c'est immédiatement reconstruit. Je vous disais tout à l'heure que le site est abandonné vers 400. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette destruction, elle intervient, elle est contemporaine en fait de l'abandon d'un autre site qui est voisin de la Monédière, qui s'appelle le site de Montjouy, à Florensac. Donc on est de l'autre côté de l'Hérault. On est à environ 3-4 km à vol d'oiseau, donc c'est un site un peu qui faisait un miroir à celui de la Monédière, sur lequel on trouve beaucoup moins d'importations, donc un statut un peu différent, mais qui vers 475, alors on a une marge d'incertitude, on n'est pas à l'année près, mais au moment de l'incendie de la Monédière, qui est abandonné aussi, et qui est plus réoccupé derrière. Alors malheureusement, les vestiges sont très mal conservés, on est dans de la vigne, ça a été extrêmement charrué, donc on a très peu d'indices qui nous permettent de savoir dans quelles circonstances ça a été abandonné. Il y a eu des fouilles aussi anciennes qui ont été réalisées et qui n'est pas forcément avec les méthodes qu'on utilise actuellement, donc pas forcément la même documentation aussi précise. Bon, peut-être que dans 20 ans on dira que c'est très imprécis ce qu'on a fait, voilà, ça faut l'accepter. Mais sur ce site on retrouve aussi de manière éparse des balles de fronde. Alors en nombre plus réduit, mais on en trouve quelques-unes. Voilà. On en trouve très peu dans le sud de la France, en Languedoc on en trouve 25, et elles viennent toutes de ce site et de Montjouy en fait. Voilà. Donc on suppose qu'il y a eu la destruction qui est intervenue à la Monédière, ne concerne pas forcément que le site, mais peut concerner toute cette micro-région là du secteur d'Agde et en amont, qui est un peu en amont d'Agde. Voilà, je vais vous montrer un dernier type d'établissement, d'édifice,
Et puis on va se déplacer, on va retourner par là-bas. S'il y a eu invasion, guerre, destruction par le feu, obligatoirement il y a eu des victimes. Est-ce qu'on trouve des sites funéraires de cette époque-là dans le coin? On aimerait bien. Il n'y a pas de traces de, d'ossements humains. Ah non, mais après les éventuelles victimes étaient ramassées et enterrées. Voilà. Après, elles ont été enterrées en nécropole, en cimetière. Le cimetière, on ne le connaît pas. Voilà. On ne sait pas où il est. Il n'a pas été retrouvé. Je vais me mettre en face là-bas pour voir le grenier. Tu peux te mettre au milieu, ouais. Hein? Je pense pas, non, parce qu'il n'y a plus rien de conservé. L'axe du bâtiment, c'est nord-sud. L'axe du bâtiment, là, Non, c'est décalé. C'est nord-est-sud-ouest. Oui, on est un peu sur on n'est pas tout à fait sur le cadastre grec d'Agde. Il y a des différences. Il n'est pas nord-sud, Non, il est nord-est-sud-est. Donc Voilà. il serait à liaison là. Non, parce qu'il y a des différences de degrés. Là, ils sont vraiment au degré près quand même. Hein. Et Latte, c'est quand il y a eu la destruction? Alors justement, Latte, c'est 475. Merci. Latte, c'est contemporain. Voilà. Ah, ça m'avait fait... Donc ce serait... On est à peu près contemporain, oui. Oui. Même une grosse étendue de bagarre, quoi. Ouais. Alors après, est-ce que les deux événements sont liés? On ne sait pas. Donc oui, là, au moment de la destruction du site, de la Monédière, il y a l'établissement en fait, le comptoir étrusque de Latte, qui est détruit au même moment, vers 475, en Jésus-Christ. Donc c'est intéressant aussi parce qu'on sent qu'il y a une ambiance un petit peu hostile dans la région à cette période-là. Alors là-bas, c'est un peu différent parce qu'on sait que c'est les Étrusques qui sont très certainement évincés par les Marseillais, avec l'aide des Gaulois. Très certainement une alliance. Donc voilà, ils ont dégagé un concurrent étrusque pour s'installer eux et pour pouvoir commercer directement avec les Gaulois. Là, on est sur probablement un schéma un peu différent, mais effectivement, c'est contemporain, donc il y a une période d'instabilité. Ça coïncide aussi avec la bataille navale de Cume, donc au large de l'Italie, entre les Étrusques et les Grecs. Donc on est vers 475 aussi avant Jésus-Christ. Donc il y a, à l'échelle de Méditerranée, il y a des mouvements assez importants, des antagonismes qui se mettent en place. Donc là, voilà, on est un peu dans ça. On arrive à faire un peu d'histoire malgré tout. On est dans la proto-histoire, mais on arrive quand même à faire un peu d'histoire en l'absence de texte. Peut-être qu'on a fubule complètement aussi, hein, mais voilà, il y a des choses quand même qui sont un peu contemporaines. Donc là, non, je voulais simplement vous montrer autre chose qu'une maison, avec cet édifice que vous avez ici qui est matérialisé par 3 murs parallèles, 1, 2 et celui-ci qui est mal conservé, dont on retrouve simplement l'extrémité ici. Ça correspond à ce qu'on appelle un grenier à plancher surélevé de type ibérique. Donc en fait, sur ces petits murets, il y avait un plancher qui était installé et à l'intérieur, ils conservaient leurs céréales. Ça permettait d'avoir un vide sanitaire en fait, voilà, pour tenir au sec et au frais leurs denrées. Ça ressemblait en gros à ça. Voilà, vous avez ici une restitution. Et pourquoi on appelle ça des greniers de type ibérique? Parce que tout simplement, les attestations les plus nombreuses qu'on a pour ces périodes, on les retrouve de l'autre côté des Pyrénées, dans la péninsule espagnole. Voilà. Alors justement, c'est intéressant aussi pour nous, parce qu'en Gaule méridionale, on en retrouve 3 exemplaires. Celui-ci, un deuxième ici sur le site même qu'on a trouvé il y a quelques années, et puis un autre près de Narbonne. Voilà. Donc ça montre aussi que ces Gaulois là qui habitaient le site de Monédière, ils étaient tournés aussi vers le monde ibérique. Et d'ailleurs on parle de civilisation, je mets des guillemets, hein, mais on parle de civilisation ibéro-languedocienne. Voilà. Parce qu'il y a des productions en céramique qui sont particulières, il y a des pratiques religieuses qui sont particulières aussi, et des choix architecturaux qui sont aussi très marqués d'un point de vue culturel. Voilà. Et le petit, voilà, vous avez associé, alors pas associé, mais c'est la construction de ce grenier fait suite, ou vient en tout cas perturber une petite construction qui est plus ancienne,
qui est cet édicule que vous avez devant vous, là, qui est matérialisé par ces 3 murs. Le 4e, probablement, était sous le mur du grenier, qui est plus récent, qui est très particulier. On ne sait pas trop quoi en faire pour l'instant. On a, vous voyez, un niveau d'installation avec des galets ici, qui correspond à une espèce de ce qu'on appelle un hérisson, un radier, voilà. Et par-dessus, une chape d'argile qui vient comme une chape d'étanchéité, en fait, sur ce niveau-là. Alors, on serait dans un autre contexte, on fouillerait du romain avec un béton de Tuileau, je vous dirais, on est sur un bassin, parce qu'on est exactement dans le même type de construction. Alors là, c'est pas les mêmes matériaux, mais voilà, c'est quelque chose d'assez unique pour l'instant. Nous, on aime bien quand c'est unique, parce qu'on dit oh, c'est génial, on a un truc c'est super singulier, et ça conforte le fait qu'on a un site exceptionnel. Mais après, on aime bien retrouver des parallèles pour pouvoir comprendre aussi ce qu'on a. Voilà. Donc là, on va devoir se débrouiller tout seul, parce qu'on ne peut pas aller trouver des comparaisons sur d'autres sites contemporains dans le sud de la France ou ailleurs. Voilà. Alors on est en train un peu de regarder ce qui se passe du côté de la Grèce. Voilà. Là, on est en train d'étudier ça et de voir si on trouve des parallèles. Et puis, juste un petit mot pour vous dire ce que font les collègues. Là, donc, là, on est sur des vestiges qui sont anciens. La maison, je n'ai pas trop parlé de la datation parce que pour l'instant, on ne sait pas trop pour le moment quand est-ce qu'elle a été construite. On sait qu'on a été détruite. Mais là, ce grenier, cet édicule, on est dans le plein 6e siècle, vers 550 avant Jésus-Christ. Et là, on arrive de partout sur les premiers niveaux d'occupation. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a une série de trous de poteaux. Alors là, ça se voit plus très bien, mais on commence à avoir des sols orangés qui sont mis en place et qui correspondent à ces premières maisons qui étaient construites en matériaux périssables, justement. Et là, on est en train d'aller les chercher et les retrouver. Donc on essaye de passer sur tous ces remblais là qui ont été installés. C'est un peu l'objectif de la campagne de cette année. Et un dernier mot pour finir sur l'abandon du site. Donc le site est abandonné vers 425 avant Jésus-Christ, 420 précisément. Alors l'abandon, on a un peu du mal, pour cerner les circonstances de cet abandon, puisque encore une fois, c'est les vestiges les plus hauts, donc les plus récents. Donc, les dernières phases d'occupation ont été vraiment très bouleversées par la mise en culture des terrains. Mais on a retrouvé en 2014 quelque chose d'assez curieux et très singulier qui correspond à une énorme fosse qui a été creusée près de la muraille. Une fosse qui fait quasiment 20 mètres de diamètre, 6 mètres de profondeur, donc on n'est pas sur de petits trous. Hein. Là vous avez une échelle avec le bonhomme, en l'occurrence c'était moi, mais voilà, et puis l'échelle de la fosse qui est creusée dedans. Et dans cette fosse, ce qui est intéressant, alors ça n'a pas servi de puits, ça n'a pas servi de citerne, mais en revanche dans cette fosse on a retrouvé énormément de restes d'amphores de Marseille entières. On a retrouvé toutes sortes de vaisselles, de vases aussi qui servaient au service et à la consommation du vin. On a retrouvé une quantité importante par rapport à ce qu'on retrouve dans les habitats domestiques contemporains de vaisselle attique, vous vous rappelez ce que je vous disais au début là, donc produite à vernis noir et à figure rouge, qui ont été produites en Grèce, avec des formes très singulières qu'on ne retrouve pas forcément dans le reste de la Gaule, et qui sont liées là aussi, c'est des coupes essentiellement en bois, qui sont liées là aussi à la consommation du vin. On retrouve même une coupe ici, entière, qui elle est également en vernis noir, qui n'est pas grec mais qui est étrusque, avec un graffito, pas le plus français, à l'intérieur, avec donc c'est Appa, on le lit Appa, et en fait c'est une dédicace à une divinité souterraine. Donc tiens, ça fait un petit peu écho au contexte dans lequel on l'a retrouvé. Et là aussi c'est consommation du vin. Et associé à tous ces vases, on a retrouvé énormément de déchets d'animaux, et essentiellement du bœuf. Et là aussi c'est très curieux parce que en fait ici nos Gaulois ils consommaient essentiellement de la chèvre et du mouton, un peu de porc et un petit peu de bœuf. Là on a quasiment que du bœuf. Donc on a une image à la fois par la céramique et à la fois par des ossements d'animaux qui détonnent complètement avec ce qu'on retrouve dans le reste de l'habitat. Et tout ça, ça date de 420 avant Jésus-Christ. Donc je ne sais pas si vous avez en tête le banquet d'Astérix et d'Obélix à la fin de chaque album. On est un peu dans ça. Donc voilà, l'hypothèse qu'on a, c'est qu'il y a eu un banquet communautaire qui a été organisé au moment de l'abandon du site, qui très probablement, qui a impliqué un nombre important de personnes, vu le nombre de restes qu'on a retrouvés, donc probablement la communauté villageoise dans son ensemble,
des Gaulois, mais très probablement aussi des Grecs et peut-être des Étrusques aussi. Donc une mixité aussi de participants à ce banquet. Et puis donc il a été scellé de manière un petit peu rituelle, parce qu'il y a des comblements qui ont été apportés, un lit de galets, un lit de pierre qui a été rapporté, qui vient bien sceller soigneusement tout ça, donc c'est pas juste de la poubelle comme ça. Hein, voilà. Et en même temps, donc il y a le rempart, dont je vous parlais tout au début, qui est démantelé. Donc lui il n'est pas tombé tout seul dans le fossé, en fait il a été basculé, volontairement effondré dans le fossé. Donc on a voulu faire table rase en fait du site pour être sûr qu'il n'y ait pas d'éventuels occupants qui viennent se réinstaller sur une place forte aussi probablement. Voilà. Et tout ça c'est intéressant parce que ça intervient, donc on est vers, je disais, fin du 5e siècle, et ça intervient à un moment où on voit des changements assez notables intervenir au niveau de l'établissement d'Agde, puisque, je vous disais tout à l'heure, il y avait un petit débat sur comment s'installent les Grecs à Agde. Il y a 2 écoles, moi je fais partie il y a une première école qui dit que il y a une installation dès le 6e siècle, mais on n'a aucun vestige tangible qui permette d'argumenter sur cette théorie-là. En revanche, fin 5e siècle, au moment où la monédière est abandonnée, on a des schémas d'urbanisme qui changent complètement. Et là, on a une structuration de type à îlot qui se met en place et qui est vraiment de type méditerranéen, avec énormément de vaisselle grecque qu'on retrouve à ce moment-là. Donc on pense que l'établissement grec, la colonie grecque d'Agde se met en place vraiment à ce moment-là, quoi. Donc une installation grecque à Agde, un abandon du village de la monédière, tout ça c'est certainement pas déconnecté en fait. Donc on a l'impression qu'il y a un recul du monde grec vers le littoral, et dans le même temps les Gaulois désertent ce lieu-là et puis ils vont se réinstaller. Alors est-ce que c'est eux ou c'est d'autres personnes, on ne sait pas. Ils vont se réinstaller sur le village qui est un peu plus au nord, à Saint-Tibéri, et exactement à ce moment-là, on a un établissement qui est mis en place aussi. Donc il y a comme une sorte de distanciation qu'on perçoit à cette époque-là. Et on sait par les textes, et notamment par Strabon, alors qui est écrit plus tardivement, mais il parle de ces époques anciennes, qu'on situe à peu près à cette époque-là, que les Grecs commencent un peu à se mettre à dos les Gaulois, et qu'ils fondent une série d'établissements fortifiés le long du littoral, entre Marseille et Agde. On en trouve à Nice, à Antibes, Latte aussi a fait partie du lot. Donc il y a on sent que les deux mondes là sont moins copains qu'avant et qu'il y a un petit antagonisme. Bon, ça n'a pas duré, hein, ils vont se rabibocher. Mais voilà, on est peut-être dans ce contexte historique aussi avec l'abandon de la monédière. Donc encore une fois, c'est intéressant pour nous parce que on arrive un peu à faire d'histoire. Voilà ce que je peux vous dire sur le site.